Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Paul Goffillier, je suis vice-président du Club Laser et Procédés, et j'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce quatrième webinaire qui fait l'objet d'une série dans le cadre de l'e-mobility. Quels sont les apports des procédés laser dans ce domaine? Et aujourd'hui, lors de ce webinaire numéro 4, nous allons aborder tout ce qui touche au contrôle de procédés. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation rapide de ce qu'est le club Laser et Procédés, si vous le permettez. Donc, c'est une association de loi de 1901 qui est indépendante et qui fédère les principaux acteurs dans le domaine de la technologie laser et des procédés qui y sont attachés. C'est 35 ans d'existence, donc vous voyez, c'est pas tout jeune. C'est plus d'une soixantaine de membres et ça permet à ces membres de leur offrir à la fois une participation dans un réseau d'experts, leur donner une visibilité et permettre la diffusion de leurs innovations. C'est aussi une équipe, je passe très vite, donc disponible, prête à vous accueillir et à vous donner des informations sur ce domaine très restreint que sont les procédés laser aujourd'hui. En ce qui concerne le déroulement de ces webinaires, je vais juste vous faire une aparté sur les aspects organisation. Donc, vous n'aurez pas, pendant le webinaire, la possibilité de parler pour des raisons de fluidité et permettre aux intervenants d'exposer leur thème. Des temps, par contre, vous seront prévus à la fin de chaque conférence pour poser des questions par écrit dans le chat à droite qui est prévu à cet effet. Et vous pouvez voir qu'en bas à droite de votre écran, vous avez un point d'interrogation sur lequel vous cliquez afin de poser vos questions. Elles s'afficheront alors à l'écran de l'ordinateur qui sera diffusée, donc cette question sera diffusée par votre serviteur et qui permettra à tout le monde d'en profiter. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter le CLP directement. Vous avez un numéro d'accès direct, le 06 34 87 84 78. Voilà. Donc aujourd'hui, ce webinaire numéro 4, contrôle de procédés au service de l'e-mobility. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vous propose d'accueillir pendant ce webinaire nos 4 intervenants, que sont nos amis de la société Plasmo, donc François Reuter, qui est commercial chez Plasmo et qui a été auparavant ingénieur commercial chez Precitech. Nous accueillerons ensuite Célie Boubacar de la société Precitech, qui aujourd'hui est Key Account Manager chez Precitech et qui a été auparavant Project Manager chez PSA pour tout ce qui touche au procédé laser. Nous aurons Jean-François Poisson de la société Ophir, qui est responsable commercial régional chez Ophir depuis 2 ans et qui a auparavant travaillé chez Rofin, chez Coherent Rofin, et encore plus tôt, de 2001 à 2017, chez Rofin Basel. Et puis, pour commencer, je vous propose d'accueillir Jonathan Fréchard, qui, lui, va nous faire une introduction sur ce que sont les contrôles de procédés laser. Donc, Jonathan Fréchard, qui a un doctorat en génie industriel à l'Université de Strasbourg, qui auparavant est passé par un master en ingénierie et technologie, et donc qui a travaillé auparavant dans la société BIM pour développer tout ce qui est touché au contrôle de procédés et à l'intelligence artificielle pour les machines de fabrication additive par dépôt de matière, et qui est aujourd'hui chez IREPA Laser responsable du développement de tout ce qui est capteur et traitement du signal pour les procédés de fabrication additive par dépôt de matière, que ce soit fil ou que ce soit poudre. Donc, Jonathan, je vous propose de démarrer ce webinaire par qu'est-ce que le contrôle de procédés laser et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui. Merci. Et à tout à l'heure. Merci Jean-Paul pour cette introduction. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, comme disait Jean-Paul, je vais faire une présentation sur ma vision de qu'est-ce que le
contrôle de procédés laser, puisque quand on dit contrôle, on peut parler d'énormément de choses. Donc un premier slide sur la société IREPA Laser, même si je pense que la majeure partie des gens la connaissent. Donc le but d'IREPA Laser, c'est de développer des solutions de fabrication laser innovantes à destination des industriels autour de 4 expertises qui sont la fabrication additive, le traitement de surface, le soudage laser, qu'il s'agisse de métal ou de métaux ou de polymères, et la sécurité laser. Ces développements vont se faire autour de plusieurs services qui vont aller de l'étude, le conseil d'expertise, la production, la formation, et vous avez un résumé des moyens mis en œuvre à l'IREPA Laser avec une vingtaine de lasers industriels, plusieurs machines, syntaxes, robots, etc. Donc voilà pour la présentation d'IREPA. Donc je propose de commencer ma présentation par un peu de vocabulaire, puisqu'en fait en français, comparé à nos amis anglais, on a un gros défaut, c'est que le mot contrôle n'est pas aussi bien défini. C'est-à-dire qu'en français, contrôler, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire surveiller, donc je contrôle que la machine fait bien son travail, je la surveille, ou ça peut aussi vouloir dire contrôler, dans le sens que je fais en sorte que tout se passe bien en mettant en place des contrôles avec des rétroactions. Donc si on prend la partie surveillance, ce qu'on pourrait appeler en anglais le monitoring, ici on va avoir plusieurs éléments. On va avoir la surveillance des paramètres machine, la surveillance directe du procédé, et on peut aller jusqu'à la surveillance de la pièce. C'est ce qu'on verra dans la suite de la présentation. Et si on parle de contrôle à proprement parler, donc le contrôle en anglais, ici on va voir qu'on peut avoir différents niveaux de contrôle sur la machine et différents niveaux de rétroaction. Donc la première chose à faire avant de démarrer une production sur une machine, ça fait pas forcément partie du contrôle tel qu'on l'entend, mais c'est important quand même. Et la personne d'Ophir nous fera une présentation plus détaillée sur ce sujet. C'est par exemple la vérification du laser. Donc est-ce que le laser tire à la puissance que je lui demande? Est-ce qu'il a la bonne répartition d'énergie? Est-ce que le positionnement du faisceau est bien? Est-ce qu'il est bien au bon endroit? Sur une buse de dépose, par exemple, est-ce que mon faisceau est bien au milieu de la buse pour que mon procédé se passe dans les meilleures conditions? Ensuite, je vais avoir la vérification de la machine. Est-ce que la machine est propre, il n'y a pas de choses qui traînent à l'intérieur? Est-ce que la machine est sécurisée? Est-ce que les portes fonctionnent correctement? Et surtout, est-ce que les protections laser sont en bon état? C'est souvent quelque chose qu'on néglige. Mais quand sur une machine, on a des protections laser, on est censé vérifier avant chaque démarrage de la machine que les protections ne sont pas rayées, ne sont pas abîmées, n'ont pas de trous, parce que c'est vraiment très important. Et puis, je vais pouvoir aussi vérifier les énergies, les apports, donc les apports de matière, les apports de gaz, par exemple, ou les apports d'air comprimé, etc., avant de démarrer ma production. Donc, une fois que ma pièce se produit, la première chose, on va dire, du contrôle tel qu'on l'entend dans surveillance, c'est que je peux surveiller déjà les données qui sont disponibles dans la machine et les équipements. Les machines laser sont souvent, elles génèrent énormément de données, et même les optiques et les lasers en eux-mêmes, ils génèrent beaucoup de données. Donc la première chose à faire sur ma machine, j'ai ma petite machine laser, je vais vouloir extraire les données, les stocker et derrière, les afficher. Ça va me permettre déjà dans un premier temps d'avoir une utilisation au pied machine pour aider l'opérateur à avoir des dashboards plus synthétiques que l'IHM machine par exemple, ou des choses plus précises. Mais ça va aussi me permettre, quand je suis à mon bureau, de vérifier que la machine, elle tourne bien, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci sur la machine. Ça va également permettre d'avoir une traçabilité des pièces, pour pouvoir analyser les défauts a posteriori. Je me rends compte a posteriori qu'une production, il y a eu un défaut sur des pièces, et ben, je peux aller voir les données de ce moment-là, voir pourquoi il y a eu ce défaut. Parce que, je sais pas, il y avait un problème sur l'approvisionnement de gaz, la pression de gaz était pas bonne, etc. Et je peux également, grâce à ce type de système, mettre en place des alertes pour l'opérateur qui peut, par exemple, surveiller des valeurs, je sais pas, un taux d'oxygène dans la machine. Et dès que le taux descend en dessous d'une certaine valeur, avoir une alerte, ça peut aller jusqu'au mail, au SMS, ou ce genre de choses. Dans la surveillance machine, on a un deuxième aspect qui est de se dire, eh ben, je vais pas toucher à ma machine elle-même, parce que c'est compliqué de se brancher sur une machine, etc. Je vais plutôt aller greffer des capteurs sur ma machine pour surveiller que ma machine fonctionne correctement.
Donc ça va me permettre d'une part de surveiller que le procédé de la pièce se porte bien, mais également que la machine elle-même se porte bien. Par exemple, je pourrais mesurer les vibrations des moteurs ou les vibrations de la machine qui pourraient me donner une information sur l'usure de celle-ci. Donc j'ai toujours ma petite machine laser. Je vais ajouter différents types de capteurs, des caméras, des thermocouples, des micros, des capteurs de vibration et je vais aller prendre toutes les données de ces capteurs pour les stocker, dans une base de données ou dans un fichier ou dans ce que je veux et derrière toujours les afficher. Donc ici l'avantage, les intérêts de cette méthode, c'est que c'est non intrusif. J'ai pas besoin du fabricant de la machine pour le faire. Je peux très bien aller mettre mes capteurs tout seul dans la machine et j'ai toujours les notions de traçabilité et de mise en place d'alerte. Dans l'idéal, on peut même se dire qu'en plus de ces capteurs, on pourrait également récupérer les données de la machine pour avoir quelque chose de vraiment exhaustif entre les données de la machine, les capteurs que j'ai greffés sur ma machine, et comme ça, je pourrais avoir les données corrélées entre elles, et je pourrais savoir quand mes capteurs voient un défaut, quelle était la position, par exemple, de la machine, ou quelle était la puissance laser à ce moment-là, etc. Ensuite, si on zoome un petit peu, on peut imaginer aussi utiliser des capteurs existants dans ma machine ou ajouter de nouveaux capteurs pour surveiller directement le procédé. Donc ça va être par exemple en laser, hein, des caméras infrarouges, des pyromètres, des microphones, des photodiodes. Euh, donc là, j'ajoute mes capteurs, c'est toujours un peu le même type de capteurs, sauf que là, ils sont vraiment focalisés sur le process. Et comme avant, je stocke mes données et je les affiche. Donc ici, il y a plusieurs intérêts. Ça me permet déjà d'avoir un aperçu du process pour la mise au point. C'est-à-dire, ben, quand j'ai un matériau qui fonctionne bien sur un procédé ou une pièce qui fonctionne bien, ben, je sais quels sont les signaux envoyés par le procédé. Donc si je veux développer un nouveau procédé, ben, je peux m'aider de ces signaux pour mon développement. Je peux comparer les pièces aussi entre elles en production. C'est-à-dire que je fais N pièces. Si j'ai deux pièces où le signal est un peu différent, c'est que potentiellement ces pièces ont un défaut. Et je peux également observer des variations au cours de procédés. C'est-à-dire que quand j'ai des procédés très longs, eh ben, je peux aller voir un signal qui, si d'habitude il est très constant pendant le process et d'un coup je commence à avoir des variations dessus, ben, ça veut très certainement dire qu'un défaut est en train de se produire. Donc ici on a un exemple d'application. Donc c'est du dépôt de matière par poudre. Donc le procédé développé par IREPA Laser, où là on capture l'image coaxialement donc, sur la tête optique. On capture l'image coaxialement au faisceau laser. Et l'idée, c'est qu'on a un bain de fusion et qu'on va l'approximer par une ellipse. Et on va calculer les grandeurs de cette ellipse. Donc c'est ce qu'on peut voir sur les courbes de gauche. Donc on voit le centre de l'ellipse, on voit la longueur des axes de l'ellipse, donc l'axe primaire et l'axe secondaire, et on voit l'angle que fait l'ellipse avec le bord de l'image. Donc ici, on voit plusieurs choses. Déjà, on peut voir les allers-retours en fait de mon bain de fusion parce que c'est un dépôt fait en aller-retour. Et donc sur la première courbe, on voit bien les allers-retours puisque le centre de mon ellipse sur l'axe X, il va bouger de gauche à droite. Pareil, je vais retrouver ce centre. Je vais retrouver aussi ces allers-retours dans la longueur des axes de l'ellipse parce que pendant l'extinction du faisceau, ben là, les longueurs d'axes diminuent pour réaugmenter. Et je vais pouvoir également observer les retournements de l'ellipse sur la courbe tout en bas. Donc dans la suite de ce webinaire, il y aura deux présentations de Plasmon et Precitech qui présenteront ce type d'approche, alors pas forcément avec des caméras, sur la surveillance de soudage laser. Donc ça complétera cet exemple. Donc maintenant, je peux également m'intéresser directement à la pièce, c'est-à-dire ma machine est trop complète, je ne peux pas m'interfacer avec, je ne peux pas ajouter des capteurs à l'intérieur parce que c'est trop compliqué. Mais par contre, je peux mesurer les pièces. Donc, j'ai deux approches pour faire ça. Imaginons là que j'ai des batteries que je veuille marquer au laser. Donc, j'ai des batteries en entrée de ma machine. C'est un procédé qui va très très vite. Donc, vouloir surveiller le procédé lui-même, ça n'aurait aucun sens. Par contre, ce que je peux faire, c'est laisser les batteries se marquer et voir ce qui se passe. Donc, première batterie, tout se passe bien, elle est contente. Deuxième batterie, tout se passe bien, elle est contente. Troisième batterie, et ben là, ça va plus, elle n'est pas marquée et la pauvre batterie, et ben, elle est toute triste. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux ajouter un capteur, quel qu'il soit, une caméra par exemple, qui vérifie le marquage à l'issue de la production. Et quand il y a une batterie qui n'est pas bien marquée, je peux arrêter la production. Donc,
je surveille chacune des pièces individuellement, vu que le process est très court et que ça débite énormément. Euh, j'ai pas le temps de surveiller le procédé lui-même. Par contre, je peux surveiller les pièces pour détecter des dérives, des erreurs et arrêter la machine pour éviter de marquer 200 batteries, de pas les marquer en fait. Et bien sûr, d'autres capteurs sont envisageables, hein. Ça pourrait être des capteurs qui viennent mesurer la température, des capteurs qui viennent mesurer les infrarouges, etc. Et l'autre approche sur les procédés longs, sur laquelle j'ai pu travailler dans un projet précédent, un projet FUI qui s'appelait IAMSure. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je vais surveiller directement la santé matière de la pièce pendant qu'elle se fabrique, parce que le procédé de fabrication est très long. Donc, je vais aller mettre des capteurs. Donc, ici, j'ai un exemple sur des capteurs d'émission acoustique. On pourrait imaginer des courants de Foucault, des ultrasons laser, des rayons X. Et par exemple, avec les émissions acoustiques, je vais pouvoir mesurer les vibrations dans le substrat de ma pièce ou dans la pièce elle-même et détecter des fissurations lors d'un soudage, par exemple, parce qu'elles vont émettre des vibrations très intenses et donc le capteur va les détecter. Donc là, j'ai pas besoin de connaître forcément la position dans la machine, etc. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que ma pièce a fissuré ou pas. Et donc là, ben, le capteur est tout à fait adapté. Donc, si on fait un peu un récapitulatif des surveillances possibles et qu'on fait une analogie qui est très simple et j'aime beaucoup cuisiner, avec la cuisine, si on parle de la surveillance des données machines, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ben, le cuisinier devant son four qui surveille la température du four avec l'indicateur du four. Si j'ajoute des capteurs, là, ça va être le cuisinier qui n'a pas confiance en son indicateur ou l'indicateur est pas assez, assez précis. Et donc, il va ajouter un thermomètre, un capteur d'humidité à l'intérieur de son four pour observer sa cuisson. Si je prends la surveillance de procédé, euh, là, il va directement aller mettre un capteur dans son repas pour mesurer en temps réel la température à l'intérieur de son poulet ou de sa tarte, où il va mettre une caméra infrarouge pour filmer la cuisson. Et si on prend la surveillance de la pièce, et ben là, on imagine que le cuisinier, il va à intervalles réguliers aller goûter son repas pour vérifier que la cuisson est toujours bonne et que le repas est bon. Donc voilà pour le récapitulatif des surveillances. Et on va donc pouvoir passer maintenant à... J'avais oublié ça. Euh, oui, ce que je voulais dire ici, c'est que le but, bien sûr, de toutes ces surveillances, c'est ben, peut-être de les mixer entre elles. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la machine, ce qu'elle doit être capable de faire, c'est de nous garantir que la pièce est bonne. Parce que le but, c'est qu'on n'ait pas de défaut. Donc, c'est pas de détecter des défauts quand on surveille une machine, mais c'est plutôt de se garantir, avec un certain pourcentage, bien sûr, que la pièce est bonne. Et c'est vraiment ça le but de la surveillance pour moi. C'est de valider la pièce est bonne, j'ai pas besoin de la couper, j'ai pas besoin d'aller l'observer, j'ai pas besoin de faire autre chose dessus, je suis sûr qu'elle est bonne. Maintenant, la question, c'est ben, qu'est-ce qu'on peut faire quand la pièce est pas bonne? Donc, la première chose à faire, c'est alerter l'opérateur. Donc, sur l'interface de la machine, sur l'interface de suivi, et surtout, il lui faut un affichage simple et visible en un coup d'œil. Et les trois petits bonhommes, là, c'est une très bonne idée. Un bonhomme vert, tout va bien. Bonhomme orange, attention. Et bonhomme rouge, là, il faut que tu viennes voir parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et ensuite, c'est l'opérateur qui va prendre une décision. Donc, soit il va arrêter la machine, soit il va modifier un paramètre, soit il va prendre lui-même sa décision de dire j'arrête ma production de marquage de batterie, par exemple, parce que là, le marquage n'est pas bon. Le deuxième niveau, ça va être d'arrêter la machine. Donc le système, il détecte un problème, soit qui peut engendrer des défauts irrémédiables sur la pièce, une fissure, soit des détériorations de la machine. Il fait trop chaud à l'intérieur de la machine. Et là, le programme est mis en pause et l'opérateur est alerté. Donc c'est vraiment le deuxième niveau. Dans le premier niveau, je vais que alerter l'opérateur. Dans le deuxième niveau, j'arrête la machine et je l'alerte. Ensuite, le troisième niveau, c'est de faire un feedback pour compenser les dérives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons qu'on surveille une température, donc le système il va surveiller une variable, la température, et si elle dépasse un seuil ou une tolérance, il va modifier un paramètre. Donc exemple, je fais du marquage dans ma machine, au fur et à mesure les pièces chauffent l'enceinte de la machine, donc au bout d'un moment, bah, avec la puissance laser que j'apporte, il va faire beaucoup trop chaud dans ma machine, et j'ai plus besoin d'apporter toute cette puissance. Donc si je mesure la température dans la machine, eh ben, je vais pouvoir baisser ma puissance pour pas chauffer trop l'intérieur de la machine et ça n'aura aucune incidence sur le procédé lui-même.
Et enfin, le quatrième niveau, c'est faire un contrôle en temps réel, où là, je vais faire un vrai travail d'automaticien et je vais mettre une boucle fermée sur une grandeur, par exemple, pour la maintenir constante. Ici, on voit un exemple qui vient du site de Sensor Therm, hein, qui est un fabricant de pyromètres, où il fait un durcissement laser sur une pièce et la pièce se chauffe très vite. La courbe rouge, c'est la température de la pièce. Sauf que, eh ben, pour maintenir cette température constante, pour que ça arrête de chauffer, parce qu'on arrive à la température de durcissement, il faut baisser drastiquement la puissance laser. Et là, c'est ce que fait la boucle fermée, c'est qu'elle va mesurer la température et elle va voir la différence entre la consigne de température et la température mesurée. Et elle va compenser en jouant sur le laser pour réduire cette erreur. Et le cinquième niveau, hein, dont on rêve tous aujourd'hui, c'est l'interconnexion des machines. On arrive dans l'industrie 4.0, comme on l'appelle souvent. Donc ici, ben, j'ai plusieurs machines qui font la même production. Donc chacune de ces machines, elle a ses capteurs, je peux en extraire les données, etc. Euh, Ces données, je vais les afficher dans mon système, les stocker, les afficher dans un système quel qu'il soit. Et je vais pouvoir, par exemple, rajouter un peu d'intelligence sur ce système pour faire des rétroactions sur les machines et qu'une erreur d'une machine serve à une autre machine. Et comme ça, j'améliore mes procédés dans mon usine. Donc ça, c'est ma première usine. Et derrière, moi, je peux imaginer que j'ai une deuxième usine exactement pareille, où l'idée, c'est que j'ai le même système, donc avec un retour d'intelligence euh, pour contrôler les machines et que chaque machine profite au final des défauts d'une autre machine. Et si je vais encore plus loin, je peux imaginer que mes usines, elles sont interconnectées avec un système intelligent que je ne sais pas définir aujourd'hui forcément, qui est capable de faire des rétroactions et que un défaut sur une pièce ou une machine dans l'usine 1 peut profiter à une machine sur l'usine 2 pour prévoir le défaut. Ou par exemple, sur la machine 1, j'ai un défaut sur lequel j'ai appelé l'opérateur. L'opérateur a dit stop parce que la pièce est morte. Et dans mon usine 2, sur la machine 3, j'ai un défaut similaire, et ben, le système, il peut faire en sorte que je profite de la décision de l'opérateur pour arrêter ma machine. Donc en conclusion, euh, on a vu que le contrôle des procédés peut concerner la surveillance de la machine, la surveillance de capteurs greffés sur la machine, la surveillance des pièces traitées par laser. Et qu'à cette surveillance, on peut ajouter plusieurs niveaux de retour et de rétroaction sur la machine, donc l'alerte opérateur, l'arrêt machine, la rétroaction séquentielle et la rétroaction temps réel. Et que toutes ces approches, elles convergent vers deux buts communs. C'est la machine valide que la pièce est bonne, plus besoin de contrôle post-production ou destructif, et la mise au point des procédés laser, elle est simplifiée, et elle augmente au fur et à mesure de la capitalisation des données. Euh, cette phrase est mal faite, mais ce que je veux dire, c'est que la vitesse de mise au point augmente, et donc on va vers rendre les procédés laser plus accessibles euh, aux industriels et plus accessibles aux opérateurs au pied des machines, puisque l'idée, c'est quand même de leur simplifier la vie, puisque sur la plupart des procédés laser, aujourd'hui, c'est ça le défaut, en tout cas sur la fabrication additive que je connais bien maintenant. Le principal défaut qu'on reproche à cette technologie, c'est de ne pas être accessible. Et donc, avec tout ce dont j'ai parlé dans ma présentation, le but, c'est vraiment ça, c'est rendre la technologie accessible. Donc voilà pour ma présentation. Merci Jonathan pour cette vision globale du contrôle process. Alors aujourd'hui, on l'oriente principalement vers les procédés laser, orienté e-mobility, mais on voit bien que ça touche un domaine très très large. On arrive même à l'usine intelligente, les machines qui communiquent entre elles. Tu as aussi mis le doigt sur la notion de capitalisation des connaissances, importante dans le cadre de l'optimisation des procédés pour gagner du temps et réduire les coûts. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des questions dans l'auditoire. Alors, une accessibilité en termes de coûts, de mise en œuvre, de formation des techniciens. Alors, combien ça coûte un tel système? Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût d'accessibilité à ces technologies? Alors, ça va dépendre des niveaux de surveillance qu'on veut, mais par exemple, en ce moment, je suis en train de mettre en place à l'IREPA un système que j'appelle de supervision machine, on va dire,
où on vient extraire des données des machines pour les stocker, les afficher dans une interface euh, sympa, on va dire, et agréable. Il y a beaucoup de technologies open source aujourd'hui, donc le coût, c'est uniquement la mise en place des logiciels et la personne qui va les mettre en place. Mais moi, j'utilise beaucoup d'open source, donc tous les logiciels sont gratuits. Il faut juste voir le type de machine et comment on peut en extraire des données. Et donc là, il peut y avoir un coût sur des licences, pour avoir des clients capables d'extraire les données. Euh, mais sinon, c'est beaucoup basé sur l'open source. Donc, à part le temps de mise en place, c'est gratuit. Et ensuite, pour tous les capteurs, ben, ça va être le coût des capteurs. Une caméra infrarouge, ça peut vite coûter plus de 10 000 euros si on veut observer un procédé. Donc, en fonction des applications, ça peut vite coûter très cher l'ajout de capteurs. Mais je dirais que la première étape, c'est déjà de récupérer toutes les données machines. Et ça, c'est, sauf le temps de mise en place et de formation des utilisateurs, c'est complètement gratuit en fait. Alors moi j'ai une question. Alors on parle de garantir, tu as parlé de garantir la pièce bonne, c'est quasiment la première pièce de production bonne. Est-ce que ça veut dire aussi que quand on a un souci en cours d'utilisation de la pièce dans son environnement normal, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de retracer l'histoire de la pièce qui va être fabriquée à l'aide d'un des procédés laser et de pouvoir détecter un défaut ou une malfaçon? Alors, l'idée, ce serait, enfin, moi, mon idée de la fabrication de pièces en production, ce serait quasiment que chacune des pièces, elles soit accompagnées de son fichier de traçabilité qui permettent de remonter à toutes les étapes de la fabrication. Et même, ça pourrait aller même plus loin que la fabrication de la pièce ou que le traitement laser de la pièce, avec toutes les étapes de post-traitement, de pré-traitement, de fabrication des matières premières, par exemple de la poudre, du fil ou autre. Et ce serait vraiment, je pense, intéressant d'avoir ce fichier de suivi et que ce soit un système un peu, comment dirais-je, en boucle fermée dans le sens où parfois, peut-être que les capteurs vont pas avoir un défaut, on va utiliser la pièce sur une machine et la pièce va casser ou il va y avoir un problème sur la pièce et qu'on puisse alimenter le système en lui disant, ben voilà, là, il y a eu un problème que tu n'as pas vu, donc la prochaine fois, le système le verra. Très bien, merci. Alors, une autre question, quelle approche est privilégiée dans l'automobile aujourd'hui? Le contrôle de procédé ou le contrôle de la pièce? Et dans quelle proportion? Est-ce Alors, que c'est une bonne question? c'est une bonne question, mais malheureusement, je ne connais pas assez le monde de l'automobile. Euh, et peut-être que les présentations suivantes nous montreront que le contrôle de procédé fonctionne déjà dans l'automobile. Mais je ne connais pas ce domaine assez, malheureusement. Ok. Merci, Jonathan, pour la réponse à ces questions. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout est bon? Moi, je vous entends, c'est parfait. Très bien, donc c'est parfait. Alors, on va activer le pointeur. Très bien. Bien, bonjour à tous. Merci au CLP d'avoir organisé ce webinaire dans lequel je peux également présenter donc, rapidement notre expérience dans le domaine du soudage de batterie pour la mobilité électrique, qui est donc le sujet sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Rapidement, sur la société Plasmo, nous sommes une entreprise autrichienne. Nous sommes depuis une vingtaine d'années dans le domaine du monitoring de processus de soudage. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'e-mobility et le système que nous utilisons pour cela. Nous avons également des systèmes caméra pour le pré-process, pour le post-process, pour la surveillance également des pièces en géométrie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les technologies pour le contrôle de soudage des batteries, donc celles que nous appliquons chez Plasmo. Puis je passerai à des exemples concrets qui sont des applications que nous avons chez Daimler et chez Tesla. Et on terminera par une conclusion et par un résumé de nos particularités. Donc rapidement, voilà, sur la société Plasmo, nous sommes donc un acteur international sur les systèmes de monitoring de soudage.
sur les procédés thermiques. Et nous sommes également très engagés dans la fabrication additive. Notamment, nous avons un partenariat avec la compagnie EOS pour tout ce qui est le soudage en bain de fusion. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais parler des technologies de soudage des batteries et des applications à la mobilité électrique. Donc, le soudage de batterie, quels sont les challenges par rapport à du soudage entre guillemets laser classique ou du soudage normal? C'est la quantité de cordons de soudure qu'il peut y avoir. Vous voyez, hein, pour une pièce, il peut y avoir plus de 1000 cordons. Et c'est également les temps de cycle qui peuvent être très courts. On a des cordons qui vont durer quelques millisecondes, voire même, vous voyez, on est de l'ordre d'en dessous de la milliseconde. Et ce sont des composants qui sont très techniques, donc avec des contraintes de qualité qui sont très, très élevées. Et cette cadence très élevée et ces exigences font qu'il n'est pas possible d'avoir un contrôle qui soit fait par un humain. Pour cela, il faut une machine, il faut des capteurs, il faut pouvoir le faire en automatique. C'est là que nous sommes spécialisés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Process Observer. Le Process Observer, c'est notre solution de capteur à photodiode. Donc, il fonctionne de la sorte. Vous avez ici la tête de soudage laser et ici votre procédé. Et nous venons avec une fibre optique regarder ce qu'il se passe au niveau de ce procédé, au niveau du bain de fusion. Et nous regardons ce qui se passe entre 400 et 1800 nanomètres. Donc, ça couvre la lumière visible, ça couvre la réflexion du laser, ça couvre également les émissions de chaleur, le plasma, etc. Et à partir de ces informations, on va générer une courbe. Cette courbe, elle va être spécifique à ce procédé, un peu comme une empreinte digitale. Et on va venir les comparer les unes aux autres. En les comparant les unes aux autres, on va pouvoir également donc fixer des références et dire quelles pièces sont bonnes, quelles pièces sont mauvaises. C'est ce que je vous présente ici. Vous voyez là donc le principe de fonctionnement. Ce faisceau de courbes vertes, là, ce sont des pièces de référence qui ont donc été mesurées par notre système. Et avec ces références, nous faisons des limites hautes, des limites basses. Et lorsque le processus a une déviation ou que la pièce a un défaut, la courbe, là, ce sont ces faisceaux que vous voyez en orange, les courbes vont sortir des références. Et là, nous allons générer un système, un signal NOK, qui va être envoyé à la machine pour ensuite pouvoir faire soit une boucle de rétroaction, soit pouvoir arrêter la machine en cas de défaut systémique. Nous pouvons nous intégrer de plusieurs façons, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais principalement nous pouvons donc nous intégrer sur toutes les machines et sur tout ce que vous pouvez avoir, puisque nous pouvons soit nous intégrer dans la source laser, dans la tête directement, dans la tête optique, ou en externe, vous voyez, puisqu'on vient simplement avec une fibre optique dans la cellule. Voilà à quoi ressemble ensuite notre software. Vous avez ici à gauche les pièces et les cordons qui sont bons ou mauvais. Vous avez les paramètres au milieu et puis vous avez à droite les courbes et les différents algorithmes qu'on peut y appliquer. Nous livrons également avec ça un software qui est offline qui, lui, va vous permettre de faire les analyses ensuite des signaux. Vous allez pouvoir faire des analyses, quelles ont été les pièces qui ont été détectées bonnes, lesquelles ont été mauvaises, et avec quels paramètres, sur quel cordon, etc. Donc ça, c'est du tout en un. Pourquoi est-ce que j'utilise à grande vitesse? Parce qu'avec les challenges des batteries, donc autant de cordons de soudure et des temps de cycle très courts, il faut des capteurs qui soient aussi très rapides. Le capteur qu'utilise Plasmo pour cette application a une fréquence de 250 kHz, donc ça fait 250 000 mesures par seconde. En effet, si vous avez des capteurs qui sont trop lents, vous n'aurez pas assez d'informations sur une demi-milliseconde ou sur une milliseconde. Sans un nombre d'informations suffisant, vous ne pourrez pas faire une évaluation fiable de votre cordon. Donc, notre système, il va regarder tous les cordons séparément, il va générer un signal pour chaque cordon. On va pouvoir les superposer et les différencier, donc, même lorsqu'ils sont en dessous d'une milliseconde. Au niveau de l'expérience que nous avons au cours des dernières années, donc ça va couvrir toutes les applications que vous pouvez avoir. Donc, ça va couvrir des applications cuivre, aluminium, acier, ça va couvrir du laser continu, ça va couvrir des applications scanner,
des soudures par recouvrement, bord à bord ou à chanfrein. Et au niveau des épaisseurs, on va de quelques microns, donc vous voyez, inférieur à 50 microns, jusqu'à plusieurs millimètres. Donc, on va en fait couvrir presque toutes les applications que vous pourriez avoir. Voilà, par exemple, tous les composants de batterie sur lesquels nous avons des applications actuellement en fonctionnement. Donc, vous avez les bus bars, vous avez le soudage des boîtiers, vous avez les cellules en elles-mêmes, les cellules qu'elles soient cylindriques, pneumatiques, etc. Maintenant, je vais rentrer dans les exemples concrets, puisque c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous voyez ici ce que je veux vous présenter. Donc, ce sont ce genre d'applications. Vous avez ici en haut à droite la pièce qui a été soudée. Donc, vous voyez ici le cordon. Et il y a eu un affaissement aux emplacements numérotés ici 1 et 2. C'est ce que vous voyez ici en coupe. Vous avez un affaissement du cordon. Et ce qu'on voit sur notre système, vous avez les courbes ici. Donc, toutes ces courbes vertes sont des soudures correctes. Et aux emplacements des affaissements 1 et 2, vous voyez qu'on a des affaissements même au niveau du signal. Donc, ce genre de défaut va être facilement détectable par notre système, puisqu'on voit définitivement une baisse d'intensité du signal. Donc ça, c'était sur de l'acier. Maintenant, sur des choses qui vont peut-être un petit peu ressembler, ce n'est pas des affaissements, mais lorsqu'il y a des plissages. Ici, c'est un feuillet de cuivre. Donc, vous voyez ici un plissage horizontal, ici un plissage vertical, et là, un plissage qui est plus un petit peu coudé. Et là, c'est pareil, sur des bonnes soudures, on va avoir ici tout le faisceau de courbes vertes qui va indiquer les pièces bonnes. Et ici, lorsqu'on a ces plissages, on voit également que l'intensité du signal est réduite. Donc ça aussi, notre système est capable de le détecter avec une grande fiabilité. Ce qui rejoint un petit peu le plissage, ça va être l'écartement. Donc là, on avait un feuillet de cuivre sur une plaque d'aluminium. Et il y a eu en fait une sorte de couche d'air qui s'est insérée dans la première moitié ici de ce cordon. Donc, ce qu'on va voir, par contre, c'est que si vous faites une vérification visuelle de votre cordon, là, ça ne va pas forcément être évident. Il faut savoir que là, sur l'image, on a zoomé. Hein. Donc, ce n'est pas forcément évident au premier coup d'œil que cette pièce va être mauvaise. Par contre, sur notre signal, on va voir clairement que sur la première moitié, là, on a un affaissement du signal, donc définitivement, il s'est passé quelque chose. Et ici, vous allez avoir donc un signal qui est un peu plus stable et déjà plus dans les références. Donc, avec ce système, on va également être capable de définir quelle partie du soudage ou à quel emplacement du soudage la pièce va avoir un défaut. Là, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on va vous montrer ici, ce sont des brûlures. Donc, c'est ce que disait M. Poisson avant, avec, par exemple, les contaminations. Donc, je vais revenir un petit peu dessus sur le focus shift après. Mais ces contaminations ou cette absorption de puissance laser, elle n'est pas que dans les optiques, elle peut aussi être sur le matériau, sur le substrat, etc. Et là, c'est ce qu'on va avoir quand vous avez de la poussière ou de l'huile sur votre feuillet d'aluminium. Cette poussière va absorber la puissance laser et va se mettre à brûler. C'est ce que vous avez ici. Vous voyez ici donc c'est un cordon qui fait une soudure qui fait à peu près 1 millimètre de diamètre. Vous avez ici les courbes qui sont donc les bonnes soudures. Et là, vous avez une brûlure. Et ce qu'on voit ici, c'est un signal qui est beaucoup plus important en intensité, ce qui est logique puisqu'on a vu la génération de chaleur en fait. Donc ça, c'est aussi très facile à détecter avec ce système. C'est là aussi on va avoir, par exemple, une position focale qui va dévier ou une pénétration insuffisante. Une position focale qui dévie, ça peut être un focus shift, comme disait M. Poisson, qui va aussi générer donc cette perte de puissance sur la surface, qui va faire en sorte que là, vous avez en surface une soudure qui a l'air plutôt bonne, mais en fait, en coupe, on s'aperçoit que la pénétration n'est pas suffisante. Et ça, on va le voir également sur le signal, puisque le signal a une intensité également plus élevée, qui va correspondre à moins de puissance absorbée et plus de puissance qui est retournée, qui est réfléchie. Et là, par exemple, en cas de perte de puissance focale, de position focale, donc de focus shift en Z, on va voir également, donc là, on est de nouveau sur ces feuillets de cuivre, on va avoir ici les bonnes mesures. Et lorsqu'on a le point focal qui va plus profondément dans le matériau, on va avoir également une augmentation du signal, de même que si la position focale se retrouve au-dessus du matériau, on va avoir également une augmentation du signal. Et ça, on le voit aussi très bien avec ce système.
Sur une pénétration insuffisante, là, on a de nouveau un petit peu une sorte de faux ami. Hein. C'est en surface, cette soudure pourrait avoir l'air correcte, et en fait, en coupe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de connexion. Quand il n'y a pas de connexion, ce qu'on peut avoir, c'est soit ce qu'on a vu précédemment avec de l'air qui s'insère entre les feuillets, c'est ce que vous avez ici. Vous avez une courbe en intensité qui est globalement un petit peu trop faible. Là, vous voyez, celle-ci, elle est à la limite. Donc, ce qu'on fait avec notre système aussi, c'est qu'on applique différents algorithmes au signal pour voir si on peut trouver ce défaut et le paramétrer de manière plus sélective que simplement avec de l'intensité. C'est ce qu'on a fait ici sur la dynamique du signal. Donc là, on vient regarder si le signal est stable et génère une sorte de ligne, ou s'il a énormément de variations très courtes. Et là, c'est ce qui se passe. Vous voyez ici les références, ce sont ces lignes blanches et rouges. Et on voit ici que le signal en dynamique est clairement en dehors de ces références. Donc ça aussi, cet algorithme est extrêmement efficace pour détecter des faux amis. On va également pouvoir détecter des pores. Donc bon, le contraste n'est pas exceptionnel sur cette courbe, mais vous voyez ici donc sur cette application donc de soudage circulaire d'aluminium. Ici, il y a un pore qui a été généré. On va le voir ici dans la courbe d'intensité, puisqu'on a un pic d'intensité au niveau de ce pore. Ça aussi, c'est typique. Donc là, des pores ou des scories, etc., on va pouvoir les détecter assez facilement. Vous voyez ici, on a en fait une sorte de mélange des deux. On a des pores et on a une absence de connexion, ce qui fait qu'on va avoir globalement un signal qui va être en dessous des références. Et en plus de ça, par moment, on va avoir des pics d'intensité. Donc, on va être capable de détecter les pores et une absence de connexion, tout ça en un seul signal. Ce qu'on a vu également au cours de la présentation précédente de M. Poisson, c'est qu'il est également important de vérifier la puissance laser. Alors, la puissance laser, on peut l'intégrer s'il y a un capteur externe, on peut l'intégrer dans notre système pour l'afficher également sous forme de courbe, mais on peut également la mesurer. En fait, on peut également avoir en tout cas pas une mesure précise, mais on peut vérifier qu'il n'y a pas de variation de puissance laser dans le process grâce à notre capteur. Là, vous voyez, on a les soudures qui ont été faites à 3 kW et on a fait des essais. Si on diminue la puissance ou si on l'augmente, qu'est-ce qu'il se passe? Si on augmente la puissance laser, on voit que l'intensité diminue. Si on l'augmente, l'intensité augmente également. Donc ça, si vous avez pendant votre process, c'est ce qu'on peut montrer ensuite, si vous avez pendant votre process des fluctuations de puissance laser, on va également les détecter. Vous voyez ici, sur ces feuillets d'aluminium, hein, on a normalement 1450 watts. Là, quand on soude à 1300 ou à 1600 watts, on voit clairement une grosse différence. Donc, on est définitivement en dehors de ces 10% de variation. Je vous parlais tout à l'heure des faux amis. C'est ce que je vous disais, on a cet algorithme ici. Vous avez tout un faisceau de courbes qui a l'air très chaotique. Et en fait, lorsqu'il y a un faux ami, en général, ce qui se passe, c'est que donc, visuellement, la pièce a l'air bonne, mais en fait, en pénétration, elle n'est pas suffisante, ou il n'y a pas de connexion, etc. Donc, c'est une pièce qui, en fait, ne passerait pas des tests de contrainte. Mais là, ce qu'on voit sur les faux amis grâce à cet algorithme, on va voir par exemple ici, normalement, en fait, elles sont en dynamique, elles sont beaucoup moins élevées. Donc, cet algorithme que nous avons développé a été exclusivement développé pour détecter les faux amis. Excusez-moi. Là aussi, on peut également les voir de toute façon en intensité. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Sur cette application d'aluminium, ça se voit très bien. Sur toute la première moitié, là, on a un faux ami. Donc, ce qu'il faut voir, là, on a l'impression que sur la photo, c'est très clair. Mais en réalité, on a également énormément zoomé. Et vous imaginez que si c'est un humain qui vérifie, il ne peut pas zoomer avec ses yeux et il vérifie 1 millier de cordons. Une erreur comme ceci, ça peut passer. Malheureusement, là, vous n'avez pas de connexion. Donc, sur de la batterie, vous n'allez pas avoir de transmission de courant. Ben là, c'est ce qu'on voit également, ce que je vous disais avant. On peut également voir que c'est sur la première moitié du cordon qu'il n'y a pas eu de connexion. Voilà. Donc, pour résumer, si vous avez un souci, vous avez un affaissement, vous avez des porosités, vous avez des problèmes de profondeur de pénétration, vous avez des faux amis, vous avez de la pollution, nous avons la solution pour vous, nous pouvons détecter vos défauts.
Mais ce ne sont pas seulement les défauts qu'on va détecter, ce sont également les déviations de procédés. C'est ce que je vous disais, donc la puissance laser, la position focale, etc., que présentait M. Poisson. J'ai presque fini. Simplement, donc, sur notre capteur en lui-même, certaines caractéristiques que nous avons, c'est que nous allons jusqu'à 250 kHz. Donc, nous sommes capables de détecter sur des applications de batterie, sur des applications scanner. Je vous disais avant, nous n'avons pas que ce système à photodiode, nous avons également des systèmes caméra, et c'est ce que disait le collègue de l'IREPA, où nous pouvons combiner nos différents capteurs sur une seule machine avec un seul software. Et nous avons un système global d'utilisation où nous pouvons également faire ensuite de l'analyse, etc. Donc voilà, entre 400 et 1800 nanomètres, nous pouvons individualiser grâce à nos possibilités d'intégration, etc. J'ai terminé, je vous remercie de votre temps. Et voilà mes coordonnées. Si vous avez un projet, je me réjouis de prendre rendez-vous avec vous. Très bien, merci François pour cet exposé très précis. Donc là, on voit qu'on s'intéresse aux résultats obtenus. Moi, j'ai une question, à quelle fréquence ces mesures peuvent-elles être, ou ces contrôles peuvent-ils être effectués? Alors, nous, on va jusqu'à 250 kHz. Selon les applications, en fait, c'est un petit peu ce qu'on dit dans notre leitmotiv, qui est Maßgeschneidert en allemand. Donc, c'est vraiment individualisé. C'est-à-dire qu'on va venir voir votre process et on va adapter notre fréquence à votre process. Donc, on fait des tests, on peut détecter certains process plus longs. Par exemple, on a des applications de soudage de pont où là, 2 kHz suffisent largement. Sur des applications de batterie, sur quelques millisecondes, il faut, notre expérience nous dit qu'il nous faut au moins 125 000 Hz, voire 250 000 Hz. Mais en fait, on couvre toute la plage. Je ne sais pas si cette question s'applique à ma présentation ou non, c'était pas la vôtre. Je crois qu'il y a une. Voilà, parce que j'ai vraiment montré que de l'électromobilité. Je n'ai absolument montré rien d'autre qui est dans un autre domaine d'application. Voilà, il y a une question qui vous concerne, je pense, si je ne me suis pas trompé. Donc, vos systèmes sont-ils calibrés pour la mesure de puissance laser et sont-ils compatibles avec n'importe quelle puissance mètre externe? Alors, bon, vous l'avez déjà un peu abordé dans votre exposé. Voilà, on l'a légèrement abordé. Alors, c'est-à-dire que notre système ne va pas mesurer la puissance laser, pas vraiment. En fait, il va détecter des variations de puissance laser. C'est-à-dire que on va comparer des signaux, et si les signaux sont différents, on va pouvoir lier ça à une perte ou une augmentation de la puissance. Ce qui est possible de faire par contre, il y a beaucoup de sources laser qui ont de toute façon une sortie pour mesurer la puissance laser, ou si vous avez un capteur externe, il est possible de le connecter à nos modules de communication, puisqu'on communique avec la machine, hein. Donc, il est possible de l'intégrer dans l'automate et de nous envoyer le signal de la mesure de puissance laser pour qu'on puisse simplement la montrer dans une courbe différente. On va avoir une courbe qui va représenter le signal du procédé et une courbe qui va représenter la puissance laser qui vient d'un capteur externe. Et on va également être capable de quand même faire une détection. Est-ce que ce signal qui vient d'un autre capteur est stable ou est-ce qu'il ne l'est pas? Avez-vous une solution pour le laser vert forte puissance? Alors, pour le laser vert forte puissance, dans ce cas-là, le plus gros souci qu'on va avoir, c'est qu'on ne va pas avoir on va pas pouvoir prendre la réflexion laser. Ceci dit, notre système ne regarde pas en fait seulement la longueur d'onde du laser, il regarde tout ce qui se passe de 400 à 1800 nanomètres. Pour ça aussi, donc aujourd'hui, j'ai parlé principalement de cuivre, d'aluminium, etc., sur des lasers solides standards. Mais notre système est également capable, par exemple, de travailler sur des systèmes qui n'ont pas de laser. On peut aussi faire du soudage à l'arc avec. On a des applications de soudage à l'arc. On peut faire de la structuration, puisqu'on a également des applications de structuration. En fait, si votre application laser vert forte puissance génère de la lumière ou de la chaleur, voire les deux, on va être capable de détecter quelque chose. On va avoir du signal. Et si on a du signal, on va pouvoir détecter des variations de signal. D'accord, donc tout se joue dans l'interprétation derrière. C'est ça. Et donc, nous avons des solutions pour le laser vert forte puissance. En tout cas, je ne peux pas vous dire que nous en avons, puisque je n'en ai pas connaissance, mais je ne peux pas imaginer que nous ne verrions rien. Du moment qu'il y a de la chaleur, de la lumière, voire les deux, on peut détecter quelque chose.
Encore une question. Quel est l'ordre de prix d'un process observer en off-axis? Est-ce possible d'organiser des essais chez vous? Alors, il n'y a absolument aucun souci pour organiser des essais. Envoyez-moi un mail ou je vous recontacte. L'ordre de grandeur de prix, on va commencer sur le hardware à 35 000 euros. Ensuite, en fonction du nombre de capteurs que vous voulez, etc., et des développements qu'il faut qu'on fasse, mais on commence à 35 000 euros. À ça, vous rajoutez la mise en service, etc. Donc, on est en général sur les applications qu'on a standard, on est entre 50 et 60 000 euros pour un système livré, fonctionnel, avec formation. OK. Voilà. Et organiser des tests, ça va très vite pour ça. En plus, je suis pas très très loin et j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Donc je viens une journée et on fait des tests. OK, très bien, merci. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Seili de Precitech. Oui, merci. J'aime bien cette notion de process observer. Là, ça nous rapproche un peu plus de la Lune, voire de Mars. C'est bien. OK, donc je vous propose de passer à Boubacar Sely qui va nous parler de surveillance de process en soudage laser pour, là encore, la fabrication de batteries qui est aujourd'hui un vrai challenge. À croire que nos futures voitures ne seront que des batteries. Bon, à toi Boubacar. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, je vais activer ma caméra. Je vais lancer la présentation. C'est bon, vous m'entendez bien? Donc, je me présente, Boubacar Sely, donc account manager donc pour Precitech, pour le marché français et belge. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de surveillance de process de soudage laser, adapté au challenge de la fabrication de lasers de batterie, mais ça concerne aussi la e-mobility de manière générale. Quelques mots sur Precitech, très rapidement. Donc, nous sommes présents dans le monde entier à travers 22 filiales. Notre siège se situe à Gaggenau pour l'activité fabrication laser, à laquelle on appartient. C'est à peu près 700 employés dans le monde entier, avec une très forte expansion en Asie, où là, on a une centaine de personnes du côté de Precitech. Donc, bien sûr, une présence et un support mondial. Et les activités pour la fabrication laser sont basées directement depuis Gaggenau. Donc c'est sur le site de Gaggenau que je suis rattaché, qui se situe grosso modo à 45 minutes de Strasbourg, ce qui n'est pas très très loin. Sur nos solutions produits, très rapidement notre portfolio. Donc nous concevons, développons et commercialisons des têtes de soudage à optique fixe, des têtes de découpe aussi. Nous avons aussi des têtes de soudage, cette fois-ci scanner. Donc, on a la ScanMaster, par exemple, qui est une tête de soudage scanner de 2,5D avec un certain nombre d'instrumentations qui est possible, de la mesure de profondeur, de la mesure de positionnement, du LWM, justement, du monitoring de process, dont je vous parlerai tout à l'heure, pardon. Une plateforme aussi Weldmaster qui va permettre de faire du suivi de joint, de l'oscillation de faisceau et puis de l'inspection du cordon resolidifié derrière, le tout en une seule trajectoire. Nous avons aussi des produits répondant aux besoins de la fabrication additive avec des têtes pour la fabrication additive poudre et pour la fabrication additive laser fil. Et pour terminer, nous avons des systèmes de monitoring, bien sûr, associés à ces différentes technologies, à ces différents procédés, où nous allons avoir de l'IDM, par exemple, de la mesure de pénétration en temps réel via un système basé sur le principe de l'OCT, et le LWM, donc la surveillance de process, donc qui est le sujet sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus aujourd'hui. Sur la e-mobility, donc nous sommes présents aujourd'hui sur les différents domaines, que ce soit la fabrication de cellules de batterie, que ce soit la fabrication de modules de batterie ou bien de packs batterie. Nous avons aussi des applications sur les airpins et puis aussi sur les fuel cells. Donc on est présent sur l'ensemble de ces applications-là. Bien sûr, on suit forcément les marchés et nos clients, que ce soit d'ailleurs sur des applications de découpe ou bien sur des applications de soudage. Alors, dans le vif du sujet, la surveillance de process laser, pourquoi faire? Donc la surveillance de process laser, elle va avoir plusieurs intérêts. Donc déjà, un premier intérêt en phase de mise au point industrielle, voire en laboratoire, c'est d'avoir une signature de process formalisée. Je vous montrerai tout à l'heure. On va venir générer des courbes qui sont la trace du process qui est réalisé. Et donc c'est intéressant d'avoir déjà une visualisation de ce que l'on a.
et de pouvoir observer l'influence des différents paramètres sur ce process-là. Ensuite, en production V-Série, donc qui est le cœur d'utilisation de nos systèmes, c'est la détection des dérives process. Du fait des dérives process, on va obtenir, bien sûr, au final, des problématiques de qualité. Donc, c'est de déterminer le niveau de qualité de la soudure, de la pièce, et donc, du coup, optimiser le traitement de nos rebuts. De pouvoir faire une analyse statistique aussi de la production sur un temps long pour pouvoir optimiser des plans de surveillance, voire des actions de maintenance. Et au final, chose qui est de plus en plus importante, notamment sur des pièces de sécurité et des pièces qui sont stratégiques dans l'immobilité, mais comme dans les autres domaines, donc l'archivage et la documentation de la production. Donc cette traçabilité-là, elle est vraiment très très importante. Et c'est ce que la surveillance de process permet de faire. Le principe, on en a déjà parlé, notamment sur la première présentation. Donc, on a un faisceau laser qui va venir souder notre pièce, donc qui va impacter notre pièce. Ici, on le voit en vert. On va déplacer le faisceau de droite à gauche. On va avoir un bain de fusion, voire un capillaire. Ce bain de fusion par solidification va créer notre soudure. Et on a du coup des rayonnements qui sont émis pendant cette soudure. Nous partons du principe que l'on récupère trois plages de longueur d'onde qui sont importantes, le plasma et la vapeur, le plasma vapeur, donc une partie d'ultraviolet et de visible, le retour de réflexion du faisceau laser et une information de température. Et de notre expérience, en traitant ces trois signaux, on va pouvoir détecter les dérives par apprentissage, donc ça c'est important, c'est des systèmes qui fonctionnent par apprentissage, c'est-à-dire qu'il va falloir générer des références par rapport à des pièces bonnes, et puis après on va voir les écarts par rapport à ces traces bonnes que l'on a effectuées. Et donc du coup c'est significatif de toutes les problématiques de qualité que l'on peut avoir, de position de cordon, de position de focale, de problématiques de pénétration, de trous, de faux amis, de projection, etc. Et ce qui est important, bien sûr, c'est que ces systèmes-là voient ce qui se passe au niveau de la zone de soudure, ils ne voient pas ce qui se passe au niveau de la resolidification. Ça, c'est très très important. On voit vraiment les défauts qui sont apparus pendant la soudure. D'un point de vue matériel, ça se présente sous cette forme-là. Donc, il faut déjà des capteurs. Donc, nos capteurs sont installables soit sur les têtes, soit dans les sources laser. Elles sont forcément compatibles avec les têtes Precitech, mais elles sont compatibles aussi avec la majorité des têtes qui sont présentes sur le marché. Et aussi au niveau des sources laser, on est compatible aussi avec la majorité des acteurs aujourd'hui qui sont présents sur le marché. Donc, on a différentes générations de capteurs, les capteurs modulaires que vous voyez ici, les capteurs compacts et le nouveau capteur LWM 4.0, avec à chaque fois le même principe, des photodiodes qui sont intégrés, avec une partie optique pour pouvoir bien générer ou diriger le rayonnement vers ces photodiodes-là, et la partie électronique qui va avec, qui va nous permettre d'amplifier le signal, voire de le digitaliser directement au niveau du capteur, pour l'envoyer vers notre plateforme LWM. Cette plateforme qui constitue le cœur du système, c'est grosso modo un PC avec toutes les interfaces industrielles qui sont nécessaires et dans lequel on va avoir notre pack logiciel qui est installé. Cette plateforme elle-même est rattachée et est en liaison avec l'automate client et puis le réseau, bien sûr, pour toute la partie archivage. Et bien sûr, ce qui est important avec ce genre de système, notamment au niveau de l'IHM, c'est au final d'avoir quelque chose de simple à utiliser. Et typiquement en industrialisation, dans les usines, on a besoin d'avoir bon ou mauvais et de savoir quel est le cordon bon, quel est le cordon qui a été mauvais. Et donc là, c'est typiquement une vue d'un process de soudage de batterie où vous avez chaque point correspond à une soudure avec un statut vert ou bien un statut rouge. Et puis après, derrière, on a le statut complet de la pièce, donc rouge, puisque certaines soudures ont été vues comme étant rouges. Donc c'est une plateforme qui est simple et conviviale, qui est complète aussi, qui permet de faire vraiment l'ensemble du travail, du paramétrage à l'affichage utilisateur. Elle va permettre d'avoir donc un résultat qui est totalement compréhensible. On a toute la notion de base de données, bien sûr, de sauvegarde et de gestion de backup. Et on a aussi des outils statistiques qui sont inclus, qui vont nous permettre derrière d'analyser un grand volume de production pour pouvoir définir quelle a été la situation lors de notre production. Et bien sûr, on contrôle 100% des cordons sur 100% des pièces, et ça, c'est vraiment un avantage qui est très, très intéressant, qui est lié à cette technologie, qui est permise par cette technologie de photodiode couplée à l'assemblage laser. Et on a, pour terminer, une traçabilité, bien sûr, qui est garantie entre la pièce et puis son numéro de série. Je vais rentrer sur quelques exemples d'utilisation justement dans le domaine de la e-mobility. Donc là, vous voyez l'exemple de notre nouveau capteur, donc LWM 4.0, donc qui est installé sur une tête. Donc vous voyez qu'ici, c'est une tête scanner Trumpf. Donc elle s'installe très facilement via une petite interface qui est prévue directement chez Trumpf.
Et la partie analyse se présente sous cette forme-là. On va avoir 3 graphes. Un graphique concerne le plasma. Alors, plasma, c'est un abus de langage. Ça permet juste de savoir que c'est la première plage de longueur d'onde que l'on utilise. La deuxième, c'est la température. Et la troisième, c'est le retour de réflexion laser. Et chacune des colonnes, ici, donc il y en a 8 au total, correspond à une soudure, avec des temps intersoudure qui sont très très faibles, et des temps de soudure aussi qui sont très faibles. Ici, on est de l'ordre de 7 millisecondes, lorsque je dis la valeur qui est affichée. Donc, en bleu, on a la mesure qui est réalisée, et en vert, on a les limites qui ont été définies par apprentissage. Donc, on va jouer sur les limites qui sont définies par apprentissage et aussi un certain nombre de paramètres que l'on va appliquer par rapport à ces limites. Donc, ça va un petit peu plus loin que dépasser des limites de courbe. Il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et l'ensemble de cette analyse-là va permettre de discriminer nos pièces lorsque l'on va avoir des défauts. Par exemple, ici, sur la droite, vous avez un manque de pénétration, donc dans la zone cuivre, et on voit que sur le signal de plasma, de retour de réflexion du faisceau laser, on a les signaux qui sont totalement sortis de leur seuil, et donc ça nous permet d'identifier une pièce qui est complètement non conforme. Ça pourrait être bien sûr un cordon qui est non conforme, comme ça peut être l'ensemble des cordons, qui est ce que l'on voit ici. D'autres exemples de soudage de cuivre. Donc, ici, c'est encore une fois donc un seul cordon cette fois-ci. On voit les limites supérieures, les limites inférieures. On a les 3 niveaux de signaux, donc le plasma, la température, le retour de réflexion, et notre soudure de référence, donc qui est saine, que l'on a pris en photo ici. En diminuant la puissance laser de 15%, par exemple, on perd le couplage au début de la matière, donc on a des problématiques de couplage, et puis après seulement on vient réaliser la soudure, et c'est ce que l'on voit très très bien au niveau des signaux. Donc on voit le signal de plasma qui a réagi, qui est monté, le signal de température qui a baissé, et le signal de retour de réflexion laser qui a monté. Sur un jeu de 200 microns par exemple, où là on va voir aussi une problématique de liaison, on vient chauffer en fait la tôle supérieure de manière beaucoup plus importante, et donc du coup on voit que les signaux au niveau de la température sont complètement hors des seuils, et donc on va pouvoir détecter ce défaut-là aussi. Dans le cadre de pollution, de la graisse par exemple qui serait appliquée ou qui serait présente sur les pièces au centre du cordon ici, c'est ce que l'on voit au niveau de nos seuil de plasma par exemple, où le signal est complètement sorti de ces seuils. Idem pour la température, et on voit que le retour de réflexion laser, lui, n'a pas beaucoup changé. Donc ça aussi pour nous c'est très important, c'est cette complémentarité entre les 3 signaux qu'on vient traiter. Il y a des défauts qui vont plus se voir sur le plasma, d'autres plus sur la température, d'autres sur l'ensemble des signaux, et donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ces 3 caractéristiques qui sont monitorées en temps réel pendant la soudure. Un autre exemple un autre exemple sur le contact, cette fois-ci de cellules de batterie, donc du cuivre sur aluminium, du 0,3 mm sur 0,3 mm. Donc on peut s'amuser à faire un petit jeu, on va pas trop prendre le temps, mais identifier le faux ami sur ces photos vues de dessus des 3 cordons. Donc là-dedans, il y a un des cordons qui est un faux ami, c'est-à-dire qu'il a l'air sain en surface, mais à l'interface, il n'y a pas de liaison. Et bien sûr, au final, le faux ami ici, on l'a sur la droite, avec un jeu de 150 microns. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce genre de système, c'est de pouvoir, contrairement à un contrôle éventuellement caméra ou bien encore pire visuel, voir ce qui se passe aussi à l'interface. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc à jeu 0, nous avons une liaison. À jeu 100 microns, on a toujours une liaison avec un jeu. 150 microns, on a créé le faux ami. 200 microns, c'est même plus du faux ami, d'ailleurs, c'est juste de la non-liaison. Et on voit que les caractéristiques du signal LWM nous permettent de discriminer complètement ces pièces-là ou ces cordons-là qui seraient en défaut. On a fait ces essais-là aussi, bien sûr, on a aussi des applications sur de l'aluminium cuivre. On a exactement le même type de comportement. On voit qu'à 150 microns, par exemple, on n'a pas de contact électrique. Et puis, donc, du coup, dans les signaux, on est capable de discriminer la situation. On a la même chose sur aluminium. Alors là, je passe assez vite, parce que c'est juste un peu du redit de ce qu'il y avait avant. Donc, toujours absence de contact électrique avec un jeu de 150 microns. Et on voit aussi qu'on a une caractéristique du signal que l'on sait utiliser pour pouvoir identifier ce défaut-là. Un petit résumé pour vous montrer l'impact justement du jeu sur l'impact du jeu sur les signaux. Donc ça, c'est une certaine caractéristique du signal. On voit qu'à jeu 0, la population de mesure se situe à cet endroit-là, à 50 microns, et puis au fur et à mesure, on descend jusqu'à être asymptotique, puisque du coup, on n'a plus du tout de liaison. Donc c'est très facile de pouvoir identifier quelle est la zone que l'on souhaite garder en termes de bonne qualité. Et puis sur les faux amis, c'est la même chose. On voit qu'avec un jeu de 0 à 100 microns,
on a une population qui est plutôt stable, qui se situe en bas. Et puis dès qu'on va commencer à créer du faux ami, donc de la non-liaison, on va avoir derrière la courbe qui va complètement changer. Ensuite, un autre sujet qui est intéressant, et par exemple pour le soudage de hairpin, c'est les projections, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Et donc l'idée là, c'est de se poser la question de est-ce que l'on peut voir les projections de soudure avec le LWM. Donc en regardant cet écran-là, vous voyez une vidéo et puis la mesure du capteur de température défiler en même temps. Et on voit bien que nous avons détecté en fait l'ensemble des projections. Donc à chaque pic de la mesure de température correspond une projection, donc de la matière qui n'a pas été soudée, qui peut générer des porosités. Ensuite, pour répondre justement à cette problématique de rendre l'outil utilisable et de rendre l'outil convivial, la difficulté de ce genre de système, de mise en œuvre de ce genre de système, bien sûr, c'est le paramétrage. Pour paramétrer, il faut avoir des pièces bonnes, il faut générer des cordons bons, il faut générer des cordons mauvais, il faut venir régler des paramètres. Donc forcément, c'est un travail qui prend du temps et donc de l'argent. Nous avons implémenté dans notre logiciel de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'automatiser ce paramétrage en tout simplement lui donnant l'information de quel est le défaut que j'ai vu sur quel cordon. Donc là, c'est par exemple un ensemble de 3 cordons. On va lui indiquer par exemple que le cordon numéro 2 est bon. Par contre, que le cordon numéro 3, j'ai une problématique de jeu. Et on va faire ça sur un certain volume de pièces. Et le plus de pièces on aura, le mieux ce sera, bien sûr. Et derrière, on va pouvoir lancer une opération de paramétrage. Et le système, en automatique, va recalculer ses paramètres, redéfinir ses paramètres par rapport à ce qu'on lui a donné comme indication, uniquement en lui disant cordon bon ou bien cordon mauvais. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est la première étape aussi qui va nous permettre à l'avenir de faire un lien entre un comportement de signal et une faciès de défaut. Donc ça, aujourd'hui, on n'y est pas encore à 100%, mais c'est les premières pierres qui sont posées, mais c'est une perspective qui est très, très intéressante. Un autre exemple d'application, donc cette fois-ci toujours un petit peu dans la perspective. Alors là, ça parle de smartphone, mais ça pourrait s'appliquer totalement à la production de batterie. Ça va être justement de mettre une couche d'intelligence artificielle là derrière et de se dire pourquoi est-ce que mon système, puisqu'il est là, il mesure toutes mes pièces, et si j'ai un process qui est vraiment stable et vraiment de bonne qualité, pourquoi est-ce qu'il serait pas capable aussi de me donner une valeur de résistance mécanique éventuellement, ou bien de conductivité dans le cadre de l'électromobilité. Et donc, on a des travaux sur lesquels on a ici fait une corrélation entre les valeurs physiques provenant d'un test mécanique et les valeurs physiques provenant des données du LWM couplées à de l'intelligence artificielle. Donc, grosso modo, c'est qu'est-ce que le LWM avec l'intelligence artificielle aurait donné comme valeur de tenue. Et on voit qu'on est sur un couloir qui est quand même très très proche. Et ça, c'est très très prometteur en termes de capacité future du système. Alors, bien sûr, en mode projet, c'est pas quelque chose que l'on sait faire juste en appuyant sur un bouton. Il y a du travail qui est derrière. On passe par un incubateur Précitech, mais on est capable maintenant de lancer des travaux et on est justement à la recherche de partenaires sur ce sujet-là pour pouvoir définir des grandeurs physiques, prédire des grandeurs physiques via les signaux du LWM. Donc ça aussi, c'est une perspective qui est très très intéressante. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc, les nouvelles applications de soudage laser dans le domaine de la immobilité nous adressent forcément de nouveaux challenges et de nouvelles perspectives. Notre technologie LWM basée sur la détection par photodiode et notre plateforme logicielle, elles permettent de répondre justement à ces enjeux en termes de qualité et de finesse de détection, de réactivité et de traitement en temps réel. On vient souder des cordons qui sont soudés très rapidement. On va avoir des temps intercordons qui sont aussi très très courts. On est compatible avec l'ensemble des faisceaux laser utilisés, les faisceaux laser YAG, les faisceaux laser verts, les bleus, etc. Et puis on s'adaptera à tout ce qui viendra sur le marché. Mais aujourd'hui, on a, pour parler par exemple des faisceaux verts, un certain nombre d'applications qui tournent déjà. On est compatible aussi avec les différentes têtes du marché, c'est-à-dire que ce capteur-là, le LWM, est intégrable, que ce soit sur les têtes Précitech, mais aussi sur les têtes d'autres collègues. Vous avez vu l'exemple sur la présentation où c'était intégré sur une tête laser Trumpf. Là, on répond aussi bien sûr aux besoins en termes d'intégration industrielle, parce que ça c'est très important. Derrière le système, il faut qu'il soit interfacé correctement via les bus de terrain, via les réseaux usines, pour pouvoir transmettre l'information au bon endroit. Et bien sûr, toutes les perspectives d'évolution avec l'industrie 4.0, la gestion big data, l'intelligence artificielle, la mise en réseau et le post-traitement de toutes ces informations-là.
Pour terminer, notre stratégie pour adresser ce challenge-là consiste déjà dans un premier temps à écouter activement les besoins et les contraintes de nos clients. Et ça, dans le monde entier, on a vraiment une synergie entre toutes les applications, que ça démarre en Chine, que ça démarre aux États-Unis, que ça démarre en Europe. On adapte des solutions techniques éprouvées et fiables. Le contrôle photodiode, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années, mais on l'améliore et on met en œuvre justement des innovations techniques, donc que ce soit via le développement de nouveaux capteurs comme le WM 4.0 et aussi de nouvelles couches logicielles qui nous permettent d'adresser tous ces nouveaux challenges. Voilà, j'ai terminé pour... Très bien, merci Boubacar pour cet exposé très détaillé. Je vous propose de passer tout de suite aux questions. Une première, combien coûte le LWM? Alors, on est de l'ordre de 35 à 45 kg € en fonction de l'application et en fonction du capteur qui est retenu. Donc, matériel plus formation. D'accord. Votre outil de prédiction future se base-t-il sur une modélisation ou deep learning? C'est du deep learning. Deep learning, d'accord. En termes de cadence, de cordon de soudure par unité de temps, c'est de quel ordre? Alors aujourd'hui, nos fréquences de mesure sont de l'ordre de 70 kHz maximum. Pour l'instant, on couvre la majorité des applications à 50 kHz. Il faut aussi avoir en tête, et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a limité pour l'instant ça à cette valeur-là, c'est que plus on va avoir de fréquences de mesure, donc plus on va avoir de points, plus on va avoir des données qui sont importantes. Et puis après derrière, il va falloir stocker ces données et puis les traiter. Et donc 70 kHz aujourd'hui nous paraît être un bon compromis. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je remercie tous les intervenants qui nous ont vraiment donné une vision globale de ce qui est possible de faire en contrôle de procédé, et puis surtout quels sont les enjeux. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, sans contrôle de process, pas d'avenir pour le laser dans les procédés industriels? Je serais tenté de le dire, mais voilà, je crois que c'est un atout, au contraire, pour permettre aux procédés laser de s'implanter dans l'industrie aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, qui nous écoutent et qui souhaitent avoir plus d'informations, à la fois sur les exposés qui ont été donnés ou trouver des renseignements sur les fournisseurs, les partenaires capables de vous fournir des renseignements, vous avez un très bon document qui s'appelle classiquement l'annuaire du club et qui vous renvoie à un certain nombre de membres du club laser et qui sont en mesure de vous apporter ces informations, en l'occurrence sur les lasers et sur les process, ainsi que sur leur mise en œuvre dans le cadre de process industriels. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée. On a quasiment respecté le timing. Excusez-nous pour ce très léger retard. Nous essaierons de faire mieux la prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.